Bienvenue dans notre nouvelle série Duo d'experts, le podcast Isover consacré au décryptage de la RE 2020. Pour tout comprendre de cette réglementation environnementale qui va régir la construction de tous nos bâtiments neufs dans les années à venir, place à nos experts maison Yasmine et Charlie. Avec eux, la RE 2020 n'aura plus de secret pour vous. Salut Yasmine. Hello Charlie. Tu sais, j'étais en clientèle cette semaine et on m'a dit que du bien de notre première intervention sur la RE 2020. Ça fait plaisir. Bon, on s'était dit la dernière fois qu'on parlerait des indicateurs orientés vers l'énergie. J'ai donc invité Stéphanie, qui a fait réaliser des simulations en maison individuelle et en logement collectif par des bureaux d'études thermiques experts de la RE 2020. Comme ça, elle va pouvoir nous apporter des premières conclusions plus concrètes. Super idée. En effet, rien de vaut un exemple concret pour bien comprendre l'importance de ces indicateurs énergie. Donc, pour résumer, pour la partie énergie, on a 3 grands indicateurs. Le BBio, le CEPNR et le CEP tout court. On a également un autre indicateur qui est lié à la fois à l'énergie et au carbone, c'est l'indicateur IC Énergie. Bon, on va essayer de les expliquer le plus simplement possible, ok ? Ok, alors on peut commencer par la base, le BBio. Ouais, t'as raison Yasmine, le BBio c'est bien la base. BBio pour besoins bioclimatiques, c'est l'indicateur de la sobriété et du bon sens. Il s'exprime en points et il traduit la conception et la performance de l'enveloppe d'un bâtiment, indépendamment des systèmes énergétiques. Donc en clair, plus le BBio est faible, plus le bâtiment est bien conçu et la performance de ses parois est très bonne, afin de limiter les déperditions. Et j'ajouterais qu'améliorer la performance de l'enveloppe, c'est réduire les consommations énergétiques. C'est pour ça qu'on appelle le BBio l'indicateur de la sobriété. Pour reprendre une phrase qu'on aime bien chez Isover, la meilleure énergie ou la moins chère, c'est bien celle que l'on ne consomme pas. Le BBio prend donc en compte les besoins de chauffage, d'éclairage et maintenant de froid pour refroidissement. C'est bien ça ? Oui, la nouveauté du BBio de la RE 2020, c'est la prise en compte systématique du besoin de froid pour l'ensemble des bâtiments, qu'ils soient climatisés ou non, ce qui n'était pas le cas dans la RT 2012. Tiens, voilà Stéphanie. Salut Stéphanie. Bonjour Yasmine, bonjour Charlie. Vous allez bien ? Très bien, et toi ? Ça va, merci. J'ai entendu que vous parliez du BBio. Tout à fait, on vient de parler de la différence entre RT 2012 et RE 2020. Est-ce que tu as des éléments à ajouter ? Oui, on peut aussi dire que dans le cadre de la RE 2020, en ce qui concerne la maison individuelle, le BBio est renforcé par rapport à la RT 2012, d'environ 20 à 25%. Il est également pour le logement collectif. C'est-à-dire que l'exigence maximale à ne pas dépasser, donc le seuil pour que le projet soit réglementaire, est plus contraignant que dans la précédente réglementation. Ce qui est logique en soi, surtout dans un contexte de réchauffement climatique où le bâtiment doit limiter sa consommation d'énergie pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre. En parlant de consommation, Yasmine, que pourrait-on dire sur les autres indicateurs énergie, le CEP et le CEPNR ? Le CEP, c'est l'indicateur de l'efficacité des systèmes énergétiques. Lui se calcule en énergie primaire pour faire la somme des différentes énergies, l'électricité, le gaz, le bois. Il prend en compte les consommations liées au chauffage, au refroidissement, à l'éclairage, à l'eau chaude sanitaire, aux auxiliaires et celles liées aussi à la circulation dans les bâtiments, comme par exemple l'éclairage dans les parkings ou les ascenseurs pour un logement collectif. Il s'exprime en kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Et désormais, il se complète avec le CEPNR, qui est semblable au CEP, mais qui ne prend en compte que les consommations liées aux énergies non renouvelables, le gaz et l'électricité par exemple. C'est donc un sous-indicateur du CEP qui s'exprime également en kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Et l'une des grandes nouveautés du CEP, c'est bien la prise en compte d'une consommation de froid, que le bâtiment soit climatisé ou non. C'est ça ou je me trompe ? Non, c'est tout à fait ça, Charlie. Et je trouve que cette prise en compte d'une consommation de froid systématique semble assez responsable. Cette consommation est liée au nombre de degrés-heure quand le bâtiment n'est pas climatisé. Je t'arrête Yasmine, je suis pas sûr que tous nos auditeurs sachent ce qu'est le degré-heure. Oui, tu as raison. Alors, le degré-heure, c'est un indicateur qui représente l'inconfort ressenti par l'usager en période chaude. Par contre, si le bâtiment est climatisé, alors on prend en compte la consommation réelle de la climatisation dans le CEP. Mais on reviendra sur cet indicateur degré-heure une autre fois. Si on veut un exemple très simple pour comprendre l'articulation entre le BBio et le CEP, on va prendre 2 maisons identiques. La première avec un BBio qui respecte strictement l'exigence de la RE 2020 et la seconde avec un BBio renforcé de l'ordre de moins 10 à moins 15% par rapport à la première. Eh bien, si l'on ajoute à ces 2 maisons le même système de chauffage et d'eau chaude sanitaire, alors la seconde maison avec le BBio renforcé consommera moins que la première maison. On peut aussi faire le même exemple sur le CEP. Si l'on prend 2 maisons, cette fois identiques et avec le même BBio, mais que l'on ajoute 2 systèmes différents pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, alors logiquement, la consommation sera différente.
et ça illustrera bien la performance des équipements. Pour finir, parlons de l'indicateur IC Énergie. C'est un indicateur sur le carbone qui est directement lié au CEP et au BBio. L'IC Énergie correspond aux émissions de CO2 des consommations énergétiques. Ça correspond à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, la consommation du bâtiment dépend à la fois de la performance de l'enveloppe et des équipements utilisés. Oui, c'est cela. Si on utilise de l'électricité, du bois ou du gaz, les émissions de CO2 liées à 1 kWh ne seront pas les mêmes. Par exemple, l'électricité et le bois ont un contenu CO2 plus faible que le gaz. Et dans la pratique, qu'est-ce que ça donne en termes de solutions techniques, Stéphanie ? Alors la réponse à cette question n'est pas simple, chaque bâtiment étant unique. Il faut obligatoirement réaliser une étude thermique pour valider sa bonne conception. Pour que le bâtiment soit réglementaire, il doit être sous les seuils. Ce que l'on voit, c'est que les prestations de l'enveloppe, par exemple les niveaux d'isolation, sont renforcés par rapport à la RT 2012. Quand tu dis renforcer, c'est fortement ou légèrement ? Pour faire court, si on prend l'exemple de la RT 2012, un descriptif du type 448 permet de répondre aux exigences, c'est-à-dire un R de 4 en sol, un R de 4 en mur et un R de 8 en toiture. Et on parle ici en résistance thermique totale de la paroi. Pour la RE 2020, toujours en maison, pour répondre aux exigences, on doit passer sur un descriptif de type 4, 5 et 10. 4, 5, 10, c'est-à-dire 4 en sol, 5 en mur et 10 en toiture. Absolument. On reste donc sur des systèmes qui sont déjà existants sur le marché et sans rupture technologique. Après, pour certaines configurations, le bureau d'études pourra, si besoin, renforcer l'enveloppe. Par exemple, si son projet lui impose une orientation qui ne lui est pas favorable. Mais comme je l'ai dit, chaque projet étant unique, c'est bien le bureau d'études thermiques qui va optimiser thermiquement son projet au regard des différentes contraintes du site. Stéphanie, on a oublié de parler de l'étanchéité à l'air, qui n'est pas un indicateur dit d'exigence, c'est-à-dire que l'on doit calculer, mais qui est un indicateur de moyens. Pour respecter strictement la RE 2020, le critère d'étanchéité à l'air reste inchangé par rapport à la RT 2012. C'est-à-dire 0,6 m3 par heure et par mètre carré de paroi déperditive pour la maison individuelle et 1 pour le logement collectif. Mais une fois de plus, selon les contraintes du site, il est possible de travailler dessus afin d'atteindre par exemple 0,4 en maison individuelle et 0,8 en logement collectif pour améliorer la performance du bâti. Et est-ce qu'il te semble possible pour un coût maîtrisé d'aller plus loin que les exigences de la RE 2020 ? C'est bien là tout l'enjeu des labels autour de la RE 2020, de préparer les prochaines réglementations en étant plus contraignants sur l'ensemble des indicateurs. Nos simulations montrent qu'il est possible de renforcer la performance des bâtiments à des coûts maîtrisés par rapport aux exigences de base. Améliorer la performance de l'enveloppe, ok, mais quel impact sur le carbone ? Ce qui est intéressant, c'est que l'augmentation de la performance de l'enveloppe a plus d'impact sur la baisse des émissions de CO2 liées aux consommations énergétiques, c'est-à-dire l'indicateur IC Énergie, que sur le CO2 lié à l'indicateur IC Construction. Et le renforcement de la performance de l'enveloppe et de l'étanchéité à l'air ne dégrade pas l'indicateur degré heure. Au contraire même, ça le renforce assez légèrement. C'était passionnant Stéphanie, merci. Charlie, je te propose que l'on échange sur les indicateurs carbone prochainement. Ça me va, c'est parfait Yasmine. Merci Stéphanie pour ton expertise, à très vite. Avec plaisir, à bientôt. Bye bye.